Bonjour et shalom pour ce second magazine d'analyse géopolitique de l'année 2019 intitulé « Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient ». Eh bien, nous avons choisi pour ce magazine de nous pencher aujourd'hui sur un sujet assez peu connu sur le fond, celui du statut juridique et historique des territoires disputés de Judée-Samarie, passés sous contrôle israélien à l'issue de la guerre des 6 jours de juin 67, et laquelle fut remportée, comme vous le savez, de manière éclair et contre toute attente par Tsahal. Comme on le sait aussi, ces territoires et les localités juives qui s'y trouvent sont devenus les principales cibles de la propagande arabe contre l'État hébreu et de l'Israël bashing, la délégitimation d'Israël pratiquée par les organisations et les médias internationaux vilipendant ce qu'ils appellent leur occupation par l'État juif. Pourtant, ces territoires disputés n'ont pas du tout le statut que leur prêtent ces détracteurs systématiques d'Israël. Rappelons donc quelques données de référence pour situer notre analyse. Premièrement, ces deux petites régions, appelées en hébreu Yehuda et Shomron, la région de Yehuda, la Judée, et Shomron, la Samarie, représentent en tout une surface totale de 5860 km², très petit. Elles abritent une population d'environ 2 500 000 personnes, dont un peu moins d'1 800 000 Palestiniens et un peu plus de 700 000 Israéliens juifs. Elles sont délimitées à l'est par le Jourdain et la mer Morte, comme on peut voir sur les cartes, et par l'ancienne ligne verte, c'est cette frontière, ou tout du moins cette ligne d'armistice de 1949 entre Israël et la Transjordanie après la guerre d'indépendance de 48. D'ailleurs, c'est important, c'est pas du tout une frontière, c'est une ligne de cessez-le-feu, si l'on veut, et pas, comme le disent les Palestiniens, une frontière. Eh bien, elle est donc délimitée à l'est par cette ligne verte, au nord, au sud et à l'ouest par différentes données topographiques qu'on voit sur les cartes. Depuis la fin de la guerre des 6 jours en 67, ces deux régions sont contrôlées par l'État d'Israël qui ne les a cependant pas annexées. Deuxième point, il faut rappeler que la Judée-Samarie avait été initialement attribuée à un futur État arabe dans le cadre du plan de partage de novembre 1947 adopté par l'ONU, qui fut refusé par les Arabes. Remarquons aussi que cette région est dénommée à tort Cisjordanie par de nombreux médias internationaux, francophones compris, une appellation incorrecte qui date de l'annexion de cette région en 1949 par la Transjordanie, date jusqu'à laquelle le terme de Judée-Samarie était communément utilisé, y compris par les instances internationales. Remarquons aussi qu'à aucun moment de l'histoire de la région, il n'a existé une quelconque Palestine, et encore moins un État palestinien à Jérusalem ou nulle part ailleurs. De plus, comme le roi Hussein de Jordanie, celui qu'on appelait le petit roi, a renoncé en 1988 à toute souveraineté sur ces territoires qui avaient été formellement rattachés pendant moins d'une vingtaine d'années, 19 ans exactement, à la Nouvelle-Jordanie, ces terres n'ont aucun statut juridique officiel dans le droit international. En hébreu, on parle de ça, on appelle ceci des shtarim, des territoires hefker. Israël a donc pris le contrôle de la Judée-Samarie ainsi que de la bande de Gaza et du plateau du Golan suite à la guerre des 6 jours en 67, une guerre d'autodéfense qui lui a été à l'époque imposée par les pays arabes voisins, désireux comme l'Égypte et la Syrie qui étaient à leur tête de détruire l'État hébreu. Ce contrôle israélien sur la Judée-Samarie s'est prolongé du fait de l'impossibilité depuis 67, vérifiée après de nombreuses tentatives avortées par les leaders palestiniens, d'arriver à un accord de paix avec eux, quel qu'il soit. Quatrième remarque, l'allégation selon laquelle la présence israélienne en Judée-Samarie serait une violation de la fameuse résolution 242 du Conseil de sécurité de 1967, qui est l'une des pierres angulaires du processus diplomatique, est elle aussi erronée. Et de cette interprétation erronée découle le terme occupation, le terme fallacieux d'occupation. En effet, cette résolution ignore à la fois les termes et l'intention, ou plus ou moins cette déformation consistant à dire qu'Israël occupe ces territoires, ignore à la fois les termes et l'intention originelle de cette résolution. En effet, les concepteurs de ce texte avaient compris que les frontières d'Israël d'avant 67, qui furent qualifiées de frontières d'Auschwitz par le Premier ministre des Affaires étrangères Abba Eban, le Premier ministre des Affaires étrangères israélien, étaient indéfendables. Et donc, l'ONU avait opté dans leur formulation, dans la formulation de ce texte, la résolution 242, pour la
formule de retrait de certains territoires, et non des territoires, comme l'a dit la traduction fallacieuse française, ou de tous les encore moins de tous les territoires. Ce qui indiquait à l'évidence la nécessité de modifier le tracé des frontières israéliennes, ces frontières d'Auschwitz, de la ligne d'armistice de 49. En outre, la résolution 242 appelait à la cessation de toutes les revendications ou d'états de belligérance, une situation qui n'est toujours pas en vue, c'est le moins qu'on puisse dire. 5e point, depuis 1993, la Judée-Samarie est régie par les accords d'Oslo, signés à Washington par Yasser Arafat pour l'OLP, Yitzhak Rabin ainsi que Shimon Peres pour Israël, en présence du président américain Bill Clinton. Ces accords divisent la Judée-Samarie, comme on le voit sur ces cartes, de manière temporaire en 3 zones. Une zone A sous contrôle palestinien total, civil et militaire. Une zone B sous contrôle civil palestinien et militaire israélien, et enfin une zone C sous complet contrôle israélien, civil et militaire. Ces accords stipulaient également que le statut final de la région, puisque les accords d'Oslo étaient un accord non pas de paix, mais un accord transitoire devant amener ensuite un accord définitif, ces accords stipulaient que le statut final de l'ensemble des territoires de la région serait à déterminer ultérieurement par le biais de négociations entre les autorités politiques israéliennes et palestiniennes. 6e point important, contrairement à ce que disent les médias internationaux et les diplomates de l'ONU et surtout ceux de l'Union européenne, cette configuration, celle notamment des localités israéliennes en Judée-Samarie, ne sont ni des colonies, ni des implantations. En effet, la présence juive dans ces régions s'est poursuivie sans discontinuité depuis plus de 3000 ans. Il ne s'agit donc pas du tout de territoire palestinien. Il s'agit en fait de localités juives ou de villages juifs en territoire à majorité arabe, de même qu'il existe des localités arabes regroupant une population arabe minoritaire en Israël. Dans leur ensemble, ces implantations ne représentent une surface que de 5% seulement de tout le territoire de la Judée-Samarie. De plus, depuis 1996, Israël n'a construit aucune implantation nouvelle dans cette région, à tort ou à raison, et on a même démantelé 4 en Samarie septentrionale en 2005. Les constructions effectuées depuis 1996 l'ont été, certes, mais dans des localités déjà existantes, en réponse aux besoins de ce qu'on appelle la croissance naturelle de la population. Elles ont même fait l'objet d'un moratoire de 10 mois en 2010, c'est-à-dire d'une suspension provisoire en tant que geste consenti par Israël, et y compris le gouvernement de Netanyahou. C'était la première fois qu'un gouvernement israélien, il a été de droite, mais il a consenti à cette suspension pour faire une sorte de geste qui aurait permis à l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, le successeur d'Arafat, de l'inciter à reprendre les négociations de paix, ce que ni Abbas ni l'autorité palestinienne n'a jamais fait, et depuis donc il n'y a pas de dialogue sur ce plan. Les accords d'Oslo ont l'air d'être morts de leur belle mort. Pour en parler avec nous aujourd'hui, et évoquer ce statut juridique de la Judée-Samarie et son statut historique, on peut dire, avec nous dans le studio de Kalitap, David Pasder. David, vous êtes directeur de la société Pasder Lipkin qui organise des circuits informatifs en Israël à l'intention des publics francophones d'Europe, d'Afrique et aussi du Canada. Alors, pouvez-vous revenir en détail, et non pas de manière rapide comme je l'ai faite dans mon introduction, sur le véritable statut de la Judée-Samarie dans le droit international? Très bien. D'abord, premièrement, merci de votre accueil. Votre introduction était parfaite. Il y a quelques points peut-être que je me permettrais de corriger ou d'infléchir. Alors, cette question en fait du statut juridique de la Judée-Samarie en fait, devrait être pratiquement un des derniers points à évoquer, puisque avant cela, il faut un petit peu déployer donc l'histoire d'Israël dans les 100 dernières années, et même revenir un petit peu en arrière. Mais si je réponds directement à votre question, la Judée-Samarie est un territoire qui appartient à l'État d'Israël de droit. Je m'explique. La Judée-Samarie n'a jamais été un pays. C'est une contrée qui a quelque chose de très particulier, comme je l'expliquais tout de suite, qui a été illégalement occupée par la Jordanie de 1948 à 1967, comme vous l'avez évoqué. Et lorsqu'en 1967, les pays arabes alentours ont de nouveau agressé Israël, Israël a riposté, s'est défendu, et, grâce à Dieu, a vaincu les pays arabes qui l'attaquaient donc pour la 3e fois. Je ne parle même pas des actes de terrorisme qui étaient permanents, qui
perdure jusqu'à aujourd'hui. Et donc Israël a conquis non seulement la partie est de Jérusalem, et également donc la Judée-Samarie. Je signale d'ailleurs que nous sommes ici en Judée-Samarie, puisque Jérusalem fait partie de ce qu'on appelle la Judée-Samarie. Mieux que ça, Jérusalem, y compris d'ailleurs l'emplacement du temple de Jérusalem, sont dans le cœur même du pays de Benjamin. Je reviens donc à ce point juridique. Lorsque donc la Jordanie a perdu la Judée-Samarie fait partie d'Israël de droit, appartient à Israël de droit. Pourquoi ? Eh bien, en droit international public, lorsque une puissance est agressée et qu'elle conquiert le territoire de l'ennemi, eh bien, ce territoire lui appartient. A fortiori, si ce territoire n'appartenait pas à la puissance qui a agressé le pays. En l'occurrence, la Jordanie. Donc la Jordanie n'a jamais eu aucun droit. Simplement pour donner un point très très intéressant que les gens souvent ne connaissent pas, comme chacun le sait, il y a un tramway à Jérusalem. Ce tramway a été construit, bien entendu, par le ministère des Transports israélien, mais en collaboration avec deux sociétés françaises, Alstom et Veolia. Et alors, il y a quelques années, le mouvement de terroristes qu'on appelle l'OLP, c'est-à-dire le signataire, entre guillemets, des accords d'Oslo, eh bien, ont intenté une action en justice en France contre le gouvernement israélien, contre Veolia, contre Alstom. Et, sans vous donner donc tous les détails de la procédure, la Cour de cassation de Versailles a débouté donc cette action en déclarant... Palestinienne. Oui, ce que vous appelez, je mets ce qu'on appelle entre guillemets palestinien, on va revenir tout de suite à cela, c'est une autre question, en disant simplement que, et vous pouvez constater, c'est pas compliqué, Cour d'appel de Versailles, Alstom, Veolia, tramway de Jérusalem, etc. Et à ce moment-là, une des conclusions, ils ont d'ailleurs été condamnés aux dépens, et une des conclusions, c'est que l'idéologie ne fait pas droit. C'est-à-dire que du point de vue juridique, du point de vue du droit international, la Judée-Samarie est partie intégrante de l'État d'Israël. Vous avez évoqué effectivement, pour le moment, la non-annexion. C'est exact partiellement, puisque effectivement, le droit israélien est appliqué en Judée-Samarie, y compris d'ailleurs dans les territoires qui sont gérés par ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. Alors, on reviendra sur l'aspect historique, mais vous vouliez intervenir à ce niveau-là. Alors peut-être qu'en répondant à cette question, vous allez pouvoir insérer les moments d'histoire importants. Pourquoi donc, selon vous, ce qu'on appelle à tort ou à raison le mouvement national arabo-palestinien a-t-il continué à refuser obstinément depuis plus de 70 ans, pas seulement depuis les accords d'Oslo, de saisir l'une quelconque des 18 occasions, il y a eu 18 initiatives internationales ou israéliennes surtout, de pouvoir faire la paix avec l'État d'Israël et de procéder à ce qu'on appelle un partage territorial. Pourquoi donc n'ont-ils pas cessé de refuser ces opportunités et pourtant l'État hébreu leur a proposé, et la communauté internationale aussi, différents plans sous la forme donc de conférences internationales, de plans de paix. On a l'impression que les Palestiniens ne veulent pas d'État et que en fait ils veulent, ils se saisissent de la compassion internationale pour faire la guerre à Israël. Bon, c'est une question très vaste. Il va être extrêmement difficile de répondre de façon brève. Premièrement, je me permets de faire une remarque sémantique. Il n'y a pas de peuple palestinien. Ça n'existe pas. Revenons un petit peu en arrière. Le mot Palestine est le nom grec, Palestina, qui a été donné par les Romains, plus exactement l'empereur Hadrien, en 135, lorsque Israël a été ravagé, détruit, et que les Juifs qui y habitaient, les Juifs qui y habitaient, ont été chassés, vendus en esclavage, exilés en Europe en particulier. Ce mot palestinien, pourquoi il a été donné par les Romains, non grec donc ? Eh bien, en fait, c'est la traduction grecque du mot philistin, en hébreu plishtim, qui veut dire envahisseur. Qui étaient ces fameux Philistins ? Alors, il y a deux sortes de Philistins. Il y avait ceux qui étaient arrivés un petit peu avant l'époque de
Abraham, on parle d'il y a 3800 ans, et il y a ceux qui étaient à l'époque, qui ont été chassés par les... C'est arrivé de Crète, je crois. Une partie sont arrivés de l'île de Crète, effectivement, et une partie des îles de la mer Égée. Donc ce sont en fait des pirates européens, qui est arrivé donc du bassin méditerranéen, à l'instar un petit peu des Phéniciens qui avaient établi des comptoirs, par exemple la cité phocéenne, Marseille, ou bien sur le pourtour de la Méditerranée du côté du pays catalan aujourd'hui. Donc ces Philistins étaient des pirates qui d'ailleurs ont disparu dans l'histoire, qui ont envahi. Lorsque Hadrien a écrasé la dernière révolte juive, nous les Juifs, nous avons été chassés, expulsés. Il y avait à l'époque environ 5 millions d'habitants juifs dans la région, donc en Palestine historique. Et ce nom a été donné de la même façon que le nom de Capitole a été donné donc à Jérusalem. Pourquoi ? Eh bien, pour éradiquer tout lien entre le peuple d'Israël et son pays. C'est une sémantique idéologique déjà. Oui, géopolitique. C'est-à-dire, voilà, donc la région s'est appelée Palestine, synonyme de la Terre Sainte, du pays d'Israël, du pays d'Israël. Et cela, vous pouvez le voir de façon très simple, pour ceux qui sont férus d'histoire et s'intéressent un petit peu à la vérité. Eh bien, par exemple, dans l'édition de Larousse de 1923-1938, on voit exactement que Palestine est le synonyme de pays d'Israël, terre d'Israël, la terre sainte, la terre promise, etc., comme je vais dire à l'instant. Est-ce que même dans le monde juif, dans les années 30, avant, disons, la proclamation de l'indépendance en 1948, parce que l'État d'Israël, enfin, le retour en Israël s'est opéré très très avant, est-ce que, n'appelait-on pas palestiniens, c'était le mot qu'on utilisait, les Juifs qui décidaient de se rendre comme pionniers dans cette partie? On appelait les Palestiniens, c'était des Juifs. Absolument. Le terme palestinien, d'ailleurs, qui était honni par les Arabes, effectivement, désignait le pays d'Israël. Je peux remettre un petit souvenir d'enfance. Ma grand-mère, qui est décédée depuis longtemps maintenant, qui était de Pologne et passée par l'Allemagne, avait un espèce de moule à gâteau qui s'appelait Palestinian Top. C'était une marmite palestinienne parce qu'il y avait un trou au milieu. Palestine, il y avait une banque de Palestine, il y avait le journal de Palestine, etc. Palestine était le Palestine Post. Vous êtes journaliste, absolument, désignait effectivement le pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une chose suivante, c'est que, et la sémantique est très importante, et je sais que vous avez déjà évoqué l'institut que je suis en train de créer. Comment se fait-il que des Arabes, qui sont essentiellement des migrants de travail, qui sont arrivés à partir de la fin du XIXe siècle dans le pays d'Israël, comment ça se fait que, chose qui n'existait pas avant, on parle maintenant d'un peuple palestinien arabe? C'est une chose curieuse. Je rappelle historiquement que la Palestine, au terme du mandat britannique, est devenue l'État d'Israël en 1948. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé une chose très simple. Vous avez évoqué effectivement les guerres incessantes que les pays arabes, sans parler bien sûr des actes de terroristes, ont mené contre Israël depuis 1948. Et en 1967, il y a eu quelque chose de très intéressant. Le KGB a essayé d'analyser comment se faisait-il que les pays arabes, surarmés en armement soviétique, sophistiqué, n'arrivaient pas à vaincre Israël. Comment ça fait-il ? Donc, dans les années 65, 66, 67, le KGB, dirigé à l'époque par quelqu'un qui s'appelait Evgeny Primakov, a eu une idée géniale. Je me permets d'apposer des guillemets au mot génial. 69, c'était quelques années après les accords d'Évian, où le mot colonialisme était un mot honni. Les accords d'Évian qui résolvent, d'après la France, la question algérienne. Oui, ça donne au sujet, c'est pas le sujet, c'est absolument bon. Pour les jeunes qui ne savent pas, qui ont oublié. Donc, le mot colonialiste, et ça continue un petit peu aujourd'hui d'ailleurs, était un mot honni. Et il a eu l'idée, entre guillemets géniale, je me répète, d'inventer un peuple palestinien qui n'existait pas. Entre parenthèses, d'ailleurs, je signalerai que le vrai nom de Evgeny Primakov était Yona Finkelstein.
Un juif d'origine. Un juif d'origine, absolument, qui était un spécialiste. Il a été d'ailleurs ministre des Affaires étrangères également à un moment donné, je crois Premier ministre de l'URSS. Et donc, il y a eu cette invention d'un peuple palestinien. Et d'ailleurs, on peut le prouver de façon très simple. Il y a une application, si on peut dire, de Google qui s'appelle N-Books, quelque chose de très intéressant. Et donc, c'est un moteur de recherche qui vérifie dans toute la littérature depuis quand et avec quelle intensité on parle d'un certain vocal. Par exemple, si vous mettez sur Ngram Books, vous mettez le nom de Gaulle, bien, on va voir effectivement qu'à partir, en gros, de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au tant qu'il était président, puis après la courbe... Mettez peuple palestinien, que vous mettiez en français, que vous mettiez en anglais, vous verrez que ça commence à la fin des années 60, où d'un seul coup, on entend parler de quelque chose qui n'existait pas. Alors pourquoi les Russes ont fait ça? Est-ce que c'était pour avancer un pion dans le cadre de la guerre froide au Moyen-Orient? Je préfère ne pas donner de réponse, enfin, qui ne soit pas certaine. Premièrement, c'était effectivement pour donner le pion aux États-Unis qui soutenaient Israël. Effectivement, à la création d'État d'Israël, l'URSS, qui pensait que l'État d'Israël deviendrait un pays socialiste, donc l'avait soutenu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comme disait notre cher général de Gaulle, en politique, il n'y a pas de sentiments, il y a des intérêts. Donc l'intérêt de l'Union soviétique, on le voit jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs avec la présence en Syrie, mais je ne veux pas déborder du cadre du sujet. Donc on essayait de tout faire pour contrecarrer le pays d'Israël qui devenait impertinent, puisqu'en fait c'était la première fois depuis 2000 ans que les Juifs avaient l'audace de se défendre et qui pisait de gagner les guerres. Donc en fait, ce peuple palestinien était une invention ex nihilo, basée en particulier sur le triste sire qu'on appelait M. Arafat, qui était né en Égypte d'ailleurs, et qui avait été formé comme M. Abou Mazen, qui a écrit un doctorat, entre guillemets, à Moscou, à l'université Columba de Moscou, qui en fait nie carrément qu'il y a eu l'Holocauste. On connaît très bien... Nous avons en France M. Forisson, etc. Enfin, nous connaissons très bien... Des profundis. Comment ? Etc. Donc, il y a effectivement une volonté, on y reviendra peut-être tout à l'heure, de nier à Israël deux choses, le caractère de nation et son droit absolu à sa terre ancestrale. Ce droit est basé, mais pas uniquement, bien sûr, sur la Bible. La Bible, qui est le livre de base, en fait, de 3 milliards d'êtres dans le monde, mais elle est basée avant tout sur des décisions internationales très précises que je peux donc évoquer. Très rapidement, donc, qui était le dernier souverain de ce qu'on appelle la région de la Palestine? Nous avons des cartes que nous montrerons bientôt. Eh bien, en fait, c'était l'Empire ottoman. Qu'est-ce qui s'est passé? De 1517 à 1917, l'Empire ottoman était le souverain de cette région, entre autres. La Palestine, c'était 4 siècles. Comment ? 4 siècles. Pendant 4 siècles. Pendant 400 ans, absolument, 4 siècles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1917, l'Empire ottoman, qui s'étendait en fait jusqu'à, jusqu'au Maroc, a été vaincu par les puissances de l'Entente. Et il y a eu un démantèlement donc, de l'Empire ottoman. Qui s'est effondré complètement. Aujourd'hui, ça se résume plus ou moins à la Turquie, qui a toujours d'ailleurs des volontés impérialistes, on le sait bien, mais de nouveau, c'est un sujet connexe que nous n'aborderons pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une suite de décisions internationales à partir de la déclaration de Balfour de 17. Alors, de nouveau, on pourrait en faire le détail, mais ce serait très long ici. Donc, suite également aux traités des traités de Sèvres et de Versailles, qui ont défini un partage de la Palestine historique. Et cette Palestine historique, donc, devait être la base territoriale d'environ 100 000 km² du futur foyer national juif qui devait donc donner naissance à l'État d'Israël, ce qui s'est passé au terme de 30 ans du mandat britannique. D'ailleurs, dans ce projet, il y avait le territoire du foyer national juif et s'étendait jusqu'à l'est du Jourdain. Absolument, voilà. Puisqu'on parlait de 100 000 km², c'est-à-dire plus de 4 fois la superficie de l'État d'Israël, qui est d'aujourd'hui d'environ 27 500 km².
vous le verrez sur la carte, c'est beaucoup plus explicite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, et là, je vais répondre directement à votre question, le monde arabe, et je donnerai ensuite une explication très simple, le monde arabe, et jusqu'à aujourd'hui, a refusé non seulement tout partage de la Palestine historique, et toute concession, ne reconnaît pas le droit d'Israël à un quelconque territoire dans cette région. Et du peuple juif, en l'occurrence. Et bien entendu du peuple juif. C'est-à-dire que si il reconnaîtrait éventuellement le peuple juif avec un statut de dhimmi, mais pas avec un droit à la souveraineté. Il n'y a aucun droit à la souveraineté. C'est la raison pour laquelle tous les différents plans de partition, et d'ailleurs qui ne dérangent en rien à la décision 80 de l'ONU, qui a entériné la décision de la SDN, d'accorder donc un foyer national juif au peuple juif et dans le but de créer un État. La seule réserve était que le futur pays juif, et nous le faisons de façon exceptionnelle, bien entendu, préserve les droits des minorités religieuses. Donc ce que vous dites là explique entre autres une réponse partielle, je veux dire, à ma question, c'est qu'il n'y a pas d'intention de créer un compromis territorial. Ce n'est pas un conflit territorial. Il y a un conflit frontal qui est un conflit de civilisation, de peuple, mais pas une volonté de partager cet endroit. Absolument, c'est exact. Alors en fait, il faut maintenant un petit peu revenir également en arrière à autre chose. Effectivement, la lutte que mène le monde de l'islam contre Israël est en fait une lutte qui est globale, qui est menée d'ailleurs en Europe, on le voit très, très clairement. Je crois qu'on n'a pas besoin de moi pour l'expliciter. En fait, si j'essayais de résumer ça, et vous avez des grands spécialistes en Israël, entre autres, comme le docteur Mordechai Kedar, qui explique la chose suivante. Et également, nous avons un écrivain très prolifique qui est Batye Or, qui réside en Russie, également en Suisse, pardon. Également, on peut faire appel au professeur Guy Millière, qui connaît très très bien la question. En fait, le choc est le suivant. L'islam n'est pas réellement une religion. D'ailleurs, je dirais entre parenthèses que Jérusalem n'est pas une ville sainte pour l'islam. Pour la bonne raison que de bonne mémoire, dans les 6319 versets du Coran, Jérusalem n'est pas mentionné une seule fois. Donc en fait, l'islam est une idéologie guerrière de conquête. Et pour l'islam, le monde se sépare en fait en deux espaces. Le premier s'appelle en arabe Dar es-Salam, le deuxième s'appelle Dar el-Kharb. Dar es-Salam, le mot salam ne veut pas dire shalom, c'est une des acceptations, enfin un petit peu éloignée, veut dire en fait les endroits où l'islam imposer sa loi. Et où l'islam, historiquement, a imposé sa loi. Exemple, par exemple, eh bien, la Turquie, qui était en fait une terre chrétienne, la Syrie également, une grande partie de l'Afrique du Nord. Et également, nos auditeurs ne sont certainement pas étonnés, eh bien, l'Espagne, qui s'appelle d'ailleurs en arabe Al-Andalus. C'est-à-dire, pour l'islam, l'Espagne est une terre islamique. Autre également contrée, à part les Balkans, puisqu'ils sont arrivés jusqu'aux portes de Vienne, eh bien, tout le sud de la France, Charles Martel, à Poitiers, 742, tout cela est une terre islamique. Et de la même façon, bien qu'en fait les Arabes ont régné que très très peu de temps dans la terre d'Israël, puisqu'il y a eu en fait une suite très importante d'envahisseurs, y compris les Mongols d'ailleurs, y compris les chrétiens lors des croisés, etc. Donc pour l'islam, la terre d'Israël est une terre islamique, et c'est la raison pour laquelle je tiens là une brochure qui a été éditée il y a 2 mois et qui est diffusée par le centre Simon Wiesenthal et qui fait une étude de tous les livres scolaires de ce qu'on appelle l'autorité palestinienne. Et j'invite tout le monde, c'est une revue de 90 pages en anglais, non, mais très facile à lire, et qui en fait ne mentionne jamais Israël. Eh bien, pour le monde arabe, nous sommes définis comme le colonisateur sioniste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une négation, et là j'invite les psychiatres et les psychologues à étudier la question, il y a une négation même du simple fait d'accorder au peuple juif une qualité de peuple qui a un pays. C'est la base de tout. Vous avez dans votre très bonne introduction, c'est une question que vous allez poser, est-ce qu'il y a un avenir ? Oui, absolument, il y a un avenir. D'abord, l'avenir est radieux pour Israël. Les indicateurs économiques, Israël est aujourd'hui un partenaire dans la cour des grands, si on peut dire.
l'avenir du dialogue avec le monde arabe, qui commence d'ailleurs à poindre, va être essentiellement par le fait que l'islam sera obligé, et elle le fera, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 20 ans, ça va prendre 50 ans, ça va prendre 100 ans, comme l'a dit un ami de France, eh bien, le monde arabe va être obligé, et peut-être même par nécessité, à la fois pour des questions sécuritaires face à l'Iran et à la fois pour des questions économiques et technologiques, de reconnaître un fait qui ne sera jamais effacé, c'est-à-dire le fait qu'Israël existe et a surtout son avenir devant lui. Donc, peut-être pas ce qu'on appelle à tort les Palestiniens, mais une partie des pays arabes dits modérés vont contredire ce que écrivent ensemble la charte de l'OLP et la charte du Hamas, qui sur bien des points se ressemblent, et sur ce point notamment, puisque ces deux textes, qui n'ont pas été du tout amendés, expliquent qu'il n'y a pas de peuple juif. Les juifs appartiennent à l'une des religions, ce qu'ils appellent le livre, c'est-à-dire de ce qui les a précédés. Et à ce titre, et c'est écrit tel quel, ils n'ont pas le droit, en tant que non-peuple, mais simplement religion, ils n'ont pas droit à un quelconque État. Et donc ça va très loin. C'est-à-dire, comme vous le disiez, c'est un négationnisme qui ici met en exergue un problème de fond. Absolument. Alors, j'ajouterais à cela, c'est que ce qu'on appelle, entre guillemets, depuis pas très longtemps d'ailleurs, les Palestiniens, qui est un vocable qui est absolument faux, d'où viennent-ils ? Eh bien, en fait, lorsqu'on étudie un petit peu la structure sociologique des Arabes qui habitent à la fois en Israël et en Judée-Samarie, en fait, ce sont des migrants de travail qui sont arrivés essentiellement à la fin du XIXe siècle, comme j'avais dit précédemment, et également au XXe siècle. Quand les villages juifs prospéraient. Absolument. Lorsqu'il y a eu un début, d'abord de création, et d'ailleurs les Juifs français ont été des partenaires très importants, à Mikvé Israël, à Zichron Yaakov, donc d'établissements agricoles, d'usines, etc. Donc les Arabes des environs, alors ils venaient d'où ? Ils venaient un peu partout. Ils venaient d'Égypte, ils venaient de Mauritanie, ils venaient de Syrie, ils viennent du Liban, ils viennent d'Arabie Saoudite, ils viennent d'Abu Dhabi, etc. Et ils sont venus chercher du travail, à l'instar d'ailleurs des migrants de travail qui envahissent aujourd'hui l'Europe et qui posent, on n'en parlera pas maintenant, tout le monde connaît la question, posent un problème très aigu au monde européen. Eh bien, ce sont les mêmes, ce sont leurs cousins, et ils ont comme particularité d'être en fait des tribus. C'est la raison, par exemple, on trouve des tribus en Israël comme Al-Matsri, qui veut dire l'Égyptien, Al-Jabari, etc. Ce sont des tribus venues donc de ces pays arabes. Et je signalerai entre parenthèses que même les théologiens sérieux musulmans affirment, mais c'est quoi cette histoire ? Il n'y a jamais eu de Palestine arabe, ça n'existe pas, ça. C'est le pays d'Israël. C'est marqué dans le Coran que les Juifs y reviendront. Deuxièmement, du point de vue, si on peut dire historique, il n'y a pas dans le monde arabe de notion de nation-État. C'est-à-dire que la nature profonde du monde arabe est basée sur ce qu'on appelle une base clanique, tribale. On voit d'ailleurs ce qui se passe en Irak, on voit ce qui se passe en Syrie. En fait, ce sont des tribus qui luttent l'une contre l'autre. Ça continue toujours. Je ne parle même pas du clivage sunnite et chiite, etc. Donc, en fait, l'idée même d'un État, entre guillemets, so-called palestinien est impensable, même aux yeux des Arabes, puisque pour eux, justement, la seule conception possible, c'est un espace pan-arabe qui va, en fait, de l'Arabie saoudite jusqu'à l'Europe, et dans lequel seul l'islam. Vous posiez une question d'ailleurs, mais de nouveau, c'est un développement. Comment ça se fait que les nations occidentales ont adopté ce faux narratif? Bien, je crois que je peux l'expliquer, mais je crois que on peut le résumer très bien par l'assertion de Danny Danon. Il a démissionné il y a quelques jours, qui était un excellent, aux dernières nouvelles, il va rester. Ah, il va rester, je ne savais pas, qui a... à l'ONU. Exactement, l'ambassadeur d'Israël, qui est excellent, qui fait un très très bon travail, qui a dit c'est pas compliqué, l'antisionisme, c'est l'antisémitisme 2.0. C'est-à-dire qu'en fait, et là, etc., on peut l'expliquer très, très rapidement, il y a effectivement au sein de l'Europe, pour différentes raisons, qui sont liées également à un aspect théologique, que je préfère ne pas aborder maintenant. Effectivement, il y a une réticence
à reconnaître quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'en fait, Israël est le seul peuple au monde qui, après 2000 ans d'exil, mais pas seulement d'exil, de massacres, je signale d'ailleurs que, malheureusement, tout le monde sait que 6 millions de Juifs ont été massacrés, assassinés de façon monstrueuse à Auschwitz et dans les camps de concentration, mais un historien a établi récemment que depuis la période gallo-romaine jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs également avaient été tués un peu partout en Europe. Et dans l'histoire, et en particulier, mais pas que, avant les croisades, il y a eu l'Inquisition, etc., les pogroms en Europe centrale. Donc, en fait, c'est une vieille histoire, et effectivement, le monde occidental, pour d'autres raisons, également des raisons d'intérêt économique, tout simplement, comme l'a fait d'ailleurs le général de Gaulle en 1967, qui a préféré effectivement le marché des pays arabes, et également d'autres pays qui, du fait du blocus pétrolier en 1973, ont choisi la carte du monde arabe. Je me permets de ne pas faire de commentaires. Quoi qu'il en soit, Israël est un cas unique dans l'histoire et surtout d'une population qui était que de 300 000 habitants en 1939. Nous sommes actuellement pas loin de 7 millions, avec des indicateurs économiques... 7 millions de Juifs. Des indicateurs économiques assez exceptionnels qui placent aujourd'hui Israël à la 8e place du point de vue puissance. Il y a d'autres indicateurs, etc., mais on pourra en reparler après. Alors, est-ce que, puisque la Judée-Samarie, le conflit autour de ces prétendus territoires disputés, enfin prétendus occupés, qui sont... disputer, la formule date de Mitterrand, elle est moins partiale que, évidemment, l'utilisation des mots colons et occupation qui, tout de suite, désigne un coupable et une victime. Est-ce que l'utilisation donc, de ces polémiques, cette Israël bashing qui accourt dans les mouvements arabes et palestiniens, mais aussi dans les instances internationales, est-ce qu'on peut envisager une fin possible de ça, ou est-ce que ce conflit va nous accompagner encore longtemps, qui délégalise, délégitime l'État d'Israël? Est-ce que, en prenant justement la question de la présence juive en Judée-Samarie comme étant une occupation, est-ce que ça va prendre fin un jour, ce sujet-là? Alors, je vais commencer par la fin. Bon, vous savez que nos sages disent que la prophétie a été donnée aux imbéciles. Bon, j'avoue, je ne me prends pas pour très très intelligent, mais certainement pas pour un imbécile. Je ne peux pas savoir ce qui... Ni pour un prophète, non. Ni pour un prophète, bien entendu. Non. Premièrement, je reviens à ce terme de disputer. En fait, vu par les Arabes, la Judée-Samarie n'est pas disputée. En fait, le but des Arabes, quel qu'il soit, est l'éradication pure et simple du peuple d'Israël, de tout l'État d'Israël, y compris Tel Aviv, Haïfa, Beersheva, qui sont considérés comme étant des villes arabes. Ce terme de disputer est un euphémisme qui a été inventé effectivement par l'Occident. Pourquoi ? Un petit peu, j'invite d'ailleurs les gens à regarder les enregistrements sur l'Institut de l'audiovisuel du général de Gaulle en juin 67, en fait, qui explique exactement, sans phare, avec un D à la fin, sa pensée réelle. C'est-à-dire, en fait, le fait, il faut bien comprendre, vu par de Gaulle à l'époque, de nouveau, mais comment se fait-il que ce peuple insolent, non seulement ne se laisse pas massacrer, mais vainc ses ennemis? C'est quelque chose qui était... Et retrouve les lieux de son ancienne grandeur, disait-il. Absolument, vous avez terminé ma phrase, absolument. Et de son ancienne grandeur, c'était quelque chose d'absolument intolérable. Je pense que l'Europe, plus ou moins, est toujours dans cette même position. Je veux dire quelque chose d'assez intéressant. Les grandes puissances ont reconnu immédiatement Israël, l'URSS et les États-Unis. Pourquoi ? Parce que, et je crois que Donald Trump, le président des États-Unis, est en train de changer ce paradigme. Il y a environ 2 mois, il y a un journaliste de Makor-Rishon, qui est un excellent journal, qui s'appelle Aryeh Schnabel, a dit la chose suivante, donc je cite l'auteur. Il a dit, jusqu'à présent, le faible avait toujours raison. Le malheureux peuple palestinien, entre guillemets. Underdog, comme on dit en anglais. Absolument. Le faible avait toujours raison. Avec Donald Trump, celui qui a raison, a raison. Et dans toute cette histoire-là, Israël a raison. Alors, de nouveau, ces territoires ne sont pas disputés, puisqu'ils sont disputés par qui ? Ils nous sont disputés par une partie des pays européens,
qui ne peuvent pas accepter, mais pour quelles raisons? Alors maintenant, on rentre dans le cœur du sujet. C'est qu'en fait, la Judée-Samarie, c'est environ, comme vous l'avez dit, entre 5500 et 5800 km². Ça représente, comme vous pouvez le voir sur la carte, environ 20% du territoire d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce territoire? C'est pas compliqué. C'est que lorsque nous avons été chassés de notre pays en 135, eh bien, 80% des Juifs habitaient en Judée-Samarie. C'était le cœur de la patrie hébraïque. C'est le cœur biblique et historique du peuple juif. Et prenez une Bible, même en français, même en anglais, même en allemand, de quoi on parle? Eh bien, on parle de Shrem, Sichem, on parle de Bethel, on parle d'Ophra, on parle de Hebron, on parle de Yerushalayim, de Jérusalem, on parle de Bethléem, etc. Donc, en fait, c'est le cœur, pas seulement du Moyen-Orient, c'est le berceau historique. Donc on peut et biblique. on peut pas parler de colon, c'est pour ça que c'est une aberration. Alors, le mot colon, on revient à notre ami Yonah Finkelstein, Evgeny Primakov, qui effectivement a causé un tort immense, mais comme vous le savez, Beaumarchais, dans Le Barbier de Séville, dit calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et effectivement, lorsqu'un mensonge s'incruste et qu'on le répète en permanence, c'est d'ailleurs été la tactique des propagandistes nazis, de répéter toujours un mensonge, à la fin, les gens pensent que c'est vrai. Donc en fait, il n'y a aucun territoire disputé, il y a le fait d'une dispute permanente actuellement d'une certaine partie du monde occidental sur le droit absolu du peuple juif à sa terre ancestrale, chose qui est niée pour des raisons spirituelles différentes, mais qui convergent dans la tentative qui sera avortée de toute façon de délégitimiser le droit d'Israël à sa terre. Ce qui est intéressant en vous écoutant, c'est qu'on comprend qu'il y a une sorte donc de synergie, convergence entre d'une part le négationnisme absolu islamique des arabo-palestiniens et d'autre part la surprise mortelle exprimée par De Gaulle du monde occidental qui voit qu'en fait les Juifs sont parvenus dans un petit État croupion qui aurait été le 52e État des États-Unis, une sorte d'État refuge comme compensation à la Shoah, mais bien plus, à partir du moment où en 67 ils ont réhabité les lieux décrits par De Gaulle comme ceux de leur ancienne grandeur, c'est là que ça marche plus du tout et que justement le juif errant revenu dans sa patrie pose un problème pas seulement géopolitique, économique, mais surtout un problème d'identité et un problème j'allais dire même théologique au monde chrétien. Absolument. C'est exactement cela. Vous avez répondu vous-même. Et là, on débouche sur le conflit triangulaire entre Israël, Ishmaël et Esaü qui représente l'Occident, mais c'est un autre sujet. Alors je voudrais vous poser une dernière question. Bien que, vous avez raison, c'est un autre sujet, on ne peut pas l'aborder ici maintenant. Par contre, lorsque Jacob revient du Nord, vous savez qu'il y a le fameux combat avec ce qu'on appelle entre guillemets l'ange, il n'y a pas d'ange. En fait, c'était un envoyé qui était le prince d'Esav. Et il y a marqué un verset très intéressant, Vayavek ish imo ad alot hashachar. De quoi il s'agit? Alot hashachar, ce sont les temps que nous vivons actuellement, c'est-à-dire le retour d'Israël, et il y aura le prince d'Esav, l'Occident, qui luttera effectivement avec Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui se passe, mais on s'en sort, et on s'en sort très bien. Je crois savoir que les sages d'Israël, peut-être un peu mystiques, disent que, paradoxalement, le monde d'Ishmaël reconnaîtra à un certain moment, parce que ce sont leurs textes, la souveraineté des Juifs sur une terre qui leur incombe et qui leur revient, alors que le monde de l'Occident, il y aura des justes qui choisiront individuellement de rejoindre les lois de Noé ou les lois de la moralité, mais il n'y aura pas un retour d'ensemble du monde occidental, ce qui est quand même intéressant. Je voudrais poser une dernière question. En tant que spécialiste donc, de l'histoire de la Judée-Samarie, vous vivez vous-même depuis 26 ans dans le village d'Ophra, qui vient de connaître malheureusement plusieurs attaques sanglantes du terrorisme palestinien. Vous êtes en fait, David, en train de mettre sur pied, ce sera un jalon important dans vos activités d'hommes qui organisent donc la découverte et les explications sur le pays d'Israël. Vous êtes en train de mettre sur pied un grand projet qui s'intitule en anglais, d'ailleurs il est multilingue ce projet, l'Israel Learning Center, ou en français
créé l'Institut de la connaissance d'Israël. Alors, de quoi s'agit-il exactement en quelques mots, parce qu'il nous reste peu de temps. Quelques mots. Bon, très rapidement. Vos questions, d'ailleurs, et vous avez orienté effectivement votre interview vers le fait de faire découvrir, c'est très compliqué, ça paraît compliqué à tout le monde, parce que Israël, c'est 3800 ans d'histoire. Et puis c'est difficile à expliquer, comme disait Emmanuel Apérine dans une interview. Israël, c'est compliqué. On ne peut pas l'expliquer en 2 minutes. Exact. Enfin, je crois qu'on peut essayer, en tout cas. Il se passe une chose, alors là, sans faire une diatribe contre la presse, loin de là, mais il est évident que l'abondance d'informations sont souvent tronquées, et également la profusion de ce qui est dénoncé par le président américain, je le recite, Donald Trump, des fake news, en fait, tend à délégitimiser l'existence d'Israël. Or, pour bien comprendre, par exemple, comme nous l'avons fait maintenant lors de notre entretien, pour bien comprendre ce qu'est Israël, il faut remonter très loin. Il faut, par exemple, remonter... qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, il y a 2000 ans? Il faut remonter même avant, mais en particulier, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'exil par les Romains du peuple juif jusqu'à la fin du XIXe siècle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était là? Maintenant, le but de cet institut, c'est un nom peut-être un petit peu prétentieux, mais ce serait en fait une plateforme Internet qui va diffuser des mini-causeries, des mini-conférences, des mini-interventions sur des thèmes qui sont regroupés en fait... Des fiches audiovisuelles. Comme des fiches audiovisuelles, c'est une très bonne désignation, sur tous les sujets qui concernent Israël, à savoir l'histoire, donc l'histoire depuis toujours, la réalité, l'économie, le sécuritaire, l'agronomie, la sociologie, les religions en Israël, les partis politiques, et dans plusieurs langues. Ça sera essentiellement... Alors, la plupart des intervenants seront israéliens, avec bien sûr des sous-titres en français, en anglais, en russe et en allemand, mais également des intervenants d'origine française qui connaissent bien Israël, chacun dans leur domaine, et également bien sûr en anglais. Alors, on va souhaiter bonne chance à ce projet qui commence sa route, l'Institut de connaissance d'Israël, Israel Learning Center. David Pasder, merci d'être venu dans ce studio. Et alors, ajouter quelque chose? Et alors, j'invite bien entendu nos amis à faire des dons pour pouvoir contribuer à cette entreprise. Merci, à bientôt. Shalom de Jérusalem. Nous retrouverons donc dans la dernière partie de notre magazine les extraits de la presse arabe régionale, avec tout d'abord le journal libanais An-Nahar, qui se penche sur ce qu'il appelle lui-même la sempiternelle brutalité des régimes arabes. Étonnant. Et voilà ce qu'écrit l'analyste Bassem Adjemi dans ce journal. Encore et toujours nous est rappelé la brutalité des régimes arabes. Le kidnapping et le meurtre récent du journaliste saoudien Jamal Khashoggi par son propre gouvernement constituent un rappel, dit-il, un rappel strident d'abus de pouvoir, d'autant que Khashoggi n'est pas le premier à disparaître dans notre région en raison de ses activités politiques. Et de donner quelques exemples, je me souviens ainsi du cas de Mahdi Ben Barka, fameuse affaire Ben Barka, un militant politique marocain disparu à Paris en 1965 alors qu'il était en visite en France. Bien qu'il se situait clairement à gauche, Ben Barka n'a jamais représenté une telle menace, une réelle menace contre le régime du roi Hassan II, ce qui ne l'empêcha pas de disparaître un beau matin de la surface de la Terre. Et ajoute cet éditorialiste, ce n'est que quelques décennies après qu'on a appris que les services de renseignement marocains l'avaient enlevé puis assassiné avec l'aide de la police française. Et Bassem Adjemi d'ajouter. Un autre cas ressemblant à celui de Khashoggi fut la disparition de Mansour Rachid El-Kikia, ex-ministre libyen des Affaires étrangères, puis représentant de son pays à l'ONU. Après s'être opposé à la férule du colonel Muammar Kadhafi, Kikia disparut mystérieusement en 1993 lors d'une conférence au Caire. Son corps fut découvert 20 ans plus tard en Libye lors du récent soulèvement contre le régime dans la maison d'un ancien officier de sécurité. Or, il s'est avéré que ce Kikia fut lui aussi kidnappé, interrogé puis tué par les services de renseignement libyens de son propre pays avec l'aide des renseignements égyptiens. Il ne s'agit là que de 2 exemples, écrit notre éditorialiste, parmi des centaines d'autres, si ce n'est des milliers de cas tout aussi brutaux. C'est que les régimes arabes possèdent une longue pratique de torture et d'assassinat de tous ceux qui sont perçus comme représentant une menace pour la stabilité de ces régimes. Et de poursuivre dans cette analyse, assez étonnante il faut le dire, alors que les pays du Golfe aient semblé s'être retenus ces derniers temps de ce genre de pratique, les choses pourraient être en train de changer.
En particulier quand on voit le prince saoudien Mohammed Ben Salman, celui qu'on surnomme MBS dans la presse, s'efforcer de moderniser son pays et d'améliorer ses relations avec l'Occident. Mais ça c'est pas lui qui l'écrit, mais c'est moi qui le dis, ce serait la vitrine. Car, conclut Adjemi, malheureusement, comme le sort de Khashoggi semble s'avérer semblable à celui de Ben Barka et de Kikiya, cela signifie que l'Arabie saoudite est à 1000 lieues de pouvoir accomplir sa démocratisation. Pire encore, cela prouverait que ce pays est plus proche qu'aucun autre au monde de la Syrie de Bachar Assad, de l'Irak de Saddam Hussein ou de la Libye de Muammar Kadhafi. Fin de citation. Autre extrait de la presse arabe régionale, dans le journal égyptien Al-Watan, qui est un grand quotidien égyptien, un article dénonce un complot des frères musulmans pour faire monter les prix de l'alimentation au pays du Nil. Et voilà ce qu'écrit l'éditorialiste Mohamed Salah dans ce journal. Bien qu'elle cherche toujours à s'emparer du pouvoir, la confrérie des frères musulmans continue à investir de grands efforts dans le développement d'infrastructures économiques capables de soutenir ses activités, spécialement dans les pays où elle est omniprésente. En Égypte, par exemple, explique cet éditorialiste, les frères musulmans ont créé de grandes entités socio-économiques comme des hôpitaux, des supermarchés, des épiceries, des écoles et même des jardins d'enfants. Autant de projets qui requièrent des millions voire des milliards de dollars pour lesquels cette confrérie dissimule avec dextérité tous ses agissements afin de se soustraire au fisc et à toute surveillance. Mais, remarque-t-il, avec le temps, de larges parts de la population égyptienne recourent chaque jour à ces services des frères musulmans, faisant à la longue de ce mouvement un rouage indispensable de la société égyptienne. Donc, la vocation sociale des frères musulmans. Une tendance qui s'est accentuée après le départ de l'ex-président Mohamed Morsi et son remplacement par un raïs qui n'appartenait pas, comme Morsi, à cette confrérie. Or, ajoute notre éditorialiste, dès que les frères musulmans ont vu leur rêve de prise du pouvoir partir en fumée, ils ont initié une nouvelle stratégie visant à punir le peuple égyptien d'avoir largement soutenu le nouveau gouvernement du président Sisi. C'est ainsi que la confrérie a alors commencé à conditionner et à monnayer la plupart de ses services. Dans certaines régions du pays, ces institutions ont refusé l'accès à leurs services pour les individus qui refusaient de s'afficher comme des opposants explicites au régime Sisi. Leur stratégie était claire. Elle consistait à créer un état permanent de frustration et de colère au sein du peuple égyptien qui pourrait à terme miner la stabilité du nouveau régime. Il s'avère que ces tentatives se sont accentuées ces derniers mois en Égypte quand un manque drastique et prémédité de pommes de terre a fait doubler en à peine quelques jours les prix de tous les aliments de base dans le pays. Toutefois, après une brève enquête, les autorités ont découvert le poteau rose, à savoir que des centrales d'achat proches des frères musulmans avaient acheté et stocké en masse des tonnes de pommes de terre en empêchant qu'elles soient redistribuées dans les supermarchés des 4 coins du pays, et ce, afin de susciter un manque artificiel de cette denrée pour faire monter tous les prix de l'alimentaire. Et notre éditorialiste Salah de conclure, il faut savoir que cette forme de terrorisme financier ne diffère en rien des autres techniques d'intimidation et de violence de la confrérie des frères musulmans. Un groupe de ce genre qui agit de manière aussi flagrante contre les intérêts du public ne saurait représenter ni même s'occuper en quoi que ce soit du peuple égyptien. Fin de citation. Merci pour votre écoute et fin de ce second magazine de l'année 2019, Israël au cœur du Moyen-Orient. Au revoir et shalom.